plateau télé du Financial Day. Financial Day qui est donc des étapes que nous faisons sur le territoire national aujourd'hui à Saint-Étienne. Alors une nouvelle session actuellement que nous démarrons donc sur les étapes clés de la création de start-up. Je suis en compagnie de deux intervenants à qui je vais passer la parole tout de suite pour qu'ils puissent se présenter et expliquer en quelques mots leur cursus et leur expertise. Philippe, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous Bonjour. avoir avec nous. Quelques mots, Philippe, Capéos. Donc, Philippe Pellissier, j'ai une structure qui s'appelle Capéos. J'accompagne des entrepreneurs sur les étapes clés du financement de leur entreprise, levée de fonds, fusion-acquisition. Et puis, il y a 2 ans, j'ai monté un accélérateur de start-up avec d'autres personnes un peu folles comme moi à Lyon, qui s'appelle Boosting Lyon. Et c'est plutôt sur cette partie-là qu'on va échanger aujourd'hui. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre présence. À mes côtés également, Jérôme Lafont. Jérôme, là aussi, quelques mots de présentation sur votre cursus. Oui, merci. Mon cursus est simple. Entrepreneur web depuis 2001 avec 3 sessions depuis. Et depuis désormais 1 an, on va dire que je mets à disposition mon expérience auprès des chefs d'entreprise. Et donc, je fais aussi de l'accompagnement, mais pas au même niveau que Philippe. J'essaye d'apporter mes 14 ans en fait, de web au profit des chefs d'entreprise qui veulent se lancer ou qui sont déjà présents sur le web. Eh ben, très bien, merci de votre présence. Sur cette journée, on a parlé effectivement, en début de journée, on a parlé de levée de fonds, on a parlé de plein de choses on a parlé d'innovation, les startups, on en entend parler régulièrement, il y a même des startup week-ends pour faire émerger des projets. Question un peu d'introduction sur cette thématique, c'est quoi aujourd'hui une startup et je dirais même plus une bonne startup? Alors pas évident, Jérôme, quelques éléments de Très bonne réponse. question. Voilà. Alors, Merci. une startup, est-ce que c'est une entreprise qui réussit? Oui et non, puisque en fait, on s'aperçoit qu'on peut assez facilement créer une startup. Avant tout, une startup est une entreprise, pour faire simple. Une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait l'habitude de dire qu'une startup c'était pure player, on parlait que d'internet. En 2014, c'est pas vrai. On crée d'abord une société et on utilise le web comme canal en fait pour aller pour aller diffuser son offre. Et c'est d'autant plus vrai que le multicanal désormais prend une place prépondérante. Ça veut dire que on va de plus en plus se rattacher au monde physique. En clair, la startup est avant tout une entreprise comme les autres et dans laquelle on va utiliser du web. Pour moi. Très bien. Philippe également, quelques compléments de réponse là-dessus. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise une startup? Une start-up, c'est une société qui est promue normalement à un bel avenir, avec une croissance forte. Et il y a plein de startups qui n'auront pas ce futur-là, mais on peut aussi les appeler quand même start-up. Bien Voilà. sûr, ce sont des étoiles filantes. Voilà. Alors justement, on se demande souvent quand se lancer pour une start-up. Est-ce que c'est je suis étudiant, j'ai fini mes études, je me lance, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus tard quand j'ai déjà un peu plus d'expérience, je dirais, de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un bon moment? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de bon moment. Il faut avoir une envie. Quand on est étudiant, moi je fais pas mal de projets d'étudiants qui créent leur startup pendant leurs études et qui poursuivent après. L'avantage quand on est étudiant, c'est qu'on n'a pas trop de charges. Donc on peut manger des pâtes et se consacrer 100% de son temps à la startup. Quand on a une quarantaine d'années, enfin je peut-être peux parler pour moi aussi, se lancer, ça peut être un peu plus compliqué. Mais faut avoir surtout l'envie d'entreprendre. Ça s'apprend pas, mais faut que on ait envie de ça. Faut que autour de soi, on n'ait pas de blocage à ça. Hein, c'est-à-dire si vous êtes marié et que votre femme ne porte pas l'idée non plus, ça risque d'être un problème assez rapidement. Mais il n'y a pas de bon moment. Faut avoir envie de se lancer et de partir dans cette aventure. Parce que c'est une aventure en fait. Ouais, c'est une aventure. Donc c'est un état d'esprit, et puis c'est surtout avoir une idée, et puis j'imagine avoir un peu Pas les forcément l'idée. Je D'accord. suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Parfait. L'idée, Ouais. on peut essayer d'aller la chercher en fait. Hein. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits où on peut trouver des bourses aux idées ou essayer de travailler l'idée. Oui, d'accord. Voilà. Faut souvent se trouver un secteur, mais l'idée, des fois, elle vient après en fait. Hein. Elle vient après, Ouais. d'accord. Et le premier travail, c'est de trouver l'idée. Ok. Est-ce qu'on peut parler alors méthodologie, c'est un bien grand mot, mais un peu d'étapes ou alors de bons conseils pour un peu des étapes à respecter
pour lancer, on va dire durablement, parce que tout à l'heure vous le disiez, il y a plein de startups qui démarrent et puis qui ne seront pas malheureusement promises à un avenir radieux, ça n'ira pas bien loin. Pourquoi? Il y a des écueils, il y a des erreurs à éviter sûrement. Est-ce qu'on peut donner quelques bons conseils? Le premier conseil, c'est d'aller discuter avec le monde, au sens large. Quand on a du coup l'idée, il faut aller la confronter à son marché, à des partenaires, discuter, échanger. Et souvent, le premier écueil, c'est qu'on a un tissu, des aides aujourd'hui en France, avec des labos de recherche et plein de choses comme ça. Donc on trouve des bons projets techniques avec peu de réalité économique ou peu de réalité business. Et je pense que de confronter son idée et son produit, son service au marché, c'est la première chose à faire. Parce que déjà la confronter, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, bah oui, mais ça existe déjà. C'est aussi. Ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Parce qu'il faut le faire peut-être. Ça existe déjà, mais il faut peut-être le faire différemment. Faut peut-être le faire avec un modèle différemment. Voilà, économique c'est ça. différent, des cibles différentes. Mais Il faut quand même qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'il y ait quelque chose de différent. Est-ce que par exemple, on parle de financement aussi, le crowdfunding, est-ce que c'est une bonne étape pour jauger de la pertinence de l'idée? Le crowdfunding, il y a deux notions de crowdfunding. Il y a le crowdfunding du financement de la pré-série avec des plateformes pour ça. C'est assez intéressant parce que souvent, financer une pré-série, c'est compliqué. Mais après, le crowdfunding, financement, levée de fonds, le premier truc, c'est quand même d'avoir des clients. Enfin, moi, je pense qu'il faut avoir des clients avant de lever de l'argent. Alors, pas tout. Il y a des projets, quand on est dans les biotech ou ce genre de choses, c'est compliqué. On n'a pas de clients, donc il faut bien qu'on lève de l'argent. Mais d'attendre un peu avant de lever de l'argent et essayer d'aller voir les plateformes un peu plus tard, peut-être. Très bien. Jérôme, peut-être un témoignage également là-dessus. Une des premières étapes, on le disait, c'est un peu aller voir le monde, confronter les idées. Vous êtes d'accord? Oui, j'ai deux témoignages à faire. Le premier, c'est que je valide ce que dit Philippe. Alors, moi, j'appelle ça prendre un casque et puis rentrer dans le mur plusieurs fois. Parce qu'effectivement, sur les startups, c'est d'abord aller se confronter au marché. Et là, j'en sors rien. Romain, il est là. Donc, je peux difficilement ne pas citer ce qui est en train de se passer, puisque il y a une startup qui est accompagnée aujourd'hui par Startup Maker qui était présent là, qui est allé se confronter sur une plateforme de crowdfunding qui est Kickstarter aux États-Unis, qui vient de lever 720 000 $ en 3 jours. En 3 jours. Pas mal. Donc, quand on dit aller se confronter au marché, là, pour le coup, on est dans le vrai. On présente un produit et 3 jours plus tard, il y a 720 000 $ d'investis par des vrais gens. Et donc, en clair, on est face au marché. Donc oui, bien évidemment que l'écueil à ne pas, on va dire, à lever, c'est de penser, sans aller se confronter au marché, que l'idée est géniale. Alors je rajouterais même une deuxième notion, c'est que en principe, on se trompe 3 fois. C'est-à-dire que même quand on a la bonne idée, on va aller se confronter au marché et puis on va forcément se prendre un mur, 2 murs, et c'est le 3e souvent qu'on arrive à éviter. Donc ça veut dire que oui, la démarche est longue, mais elle est tellement ambitieuse et tellement belle à faire qu'on peut y aller. C'était l'autre jour, il y avait un événement web connu sur la place nationale, le Web Today à Nantes. Et c'est vrai que je sais qu'une des phrases clés qui en ressortait, c'était tout le monde devrait entreprendre au moins une fois dans sa vie pour justement en sortir sûrement grandi après avoir confronté ses idées. Juste une remarque sur entreprendre. Bien sûr. Entreprendre, c'est pas que créer une start-up. On peut entreprendre plein de trucs. Bien sûr, bien sûr. Là en l'occurrence, effectivement, il parlait du tissu de start-up et que, en tout cas, il valorisait vraiment le côté positif à tous les niveaux. Beaucoup de questions parce que cette thématique, donc les étapes clés de la création de start-up, quand on parle de ça, la notion de business plan est jamais bien loin. Là aussi, beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut donner des conseils un peu par rapport à justement ce modèle économique, le business plan? Un entrepreneur qui se lance va peut-être pas forcément savoir comment on s'y prend. Est-ce qu'on peut donner des conseils peut-être, Philippe, là-dessus? Peut-être le premier conseil, c'est d'éviter de lire toute la prose théorique qu'il y a autour du business plan. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Si vous commencez à écrire un business plan qui fait 100 pages, je vous garantis que vous n'arriverez pas au bout. Un business plan, c'est quelques slides et c'est surtout des prévisions financières. Là, vous pouvez vous faire aider, mais j'aime bien quand l'entrepreneur maîtrise ses chiffres. Et donc, les prévisions financières, c'est pas fait avec un comptable. J'aime bien les comptables, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que l'entrepreneur doit maîtriser
ses flux. Et je pense que c'est le minimum qu'il doit connaître. Et puis, s'attarder à rédiger un business plan, ça va revenir à ce qu'on a dit avant. Allez voir, sortez, et puis après, récupérer les infos, synthétiser encore pour faire un BP. Un BP, c'est max 20 pages, ou 20 slides, même encore mieux. Jérôme veut rajouter Alors quelque Jérôme chose. là-dessus, business plan, et puis après j'aurai une autre question sur qui aller voir. Ouais, Jérôme. Oui, donc pour compléter ce que dit Philippe, c'est oui, on fait un business plan et après, on le garde ouvert sur son bureau tous les jours. Parce que en fait, le business plan, il va bouger tout le temps en fonction des données marché quand on va les confronter. Et ça veut dire qu'en fait, le business plan devient notre tableau de bord, on devrait dire dashboard. Moi, je ne parle pas du tout anglais, même si on parle start-up. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'entreprise parce que voilà. Et ce business plan qui est fait une fois, en fait, il est fait, refait et modelé jusqu'à arriver à quelques certitudes qui forcément vont évoluer. Mais l'idée du business plan, c'est plutôt l'idée du tableau de bord permanent qui doit évoluer en fonction de la vie de son entreprise. Voilà. Et qui doit permettre de donner un peu des repères ou toujours se souvenir de ce qu'on voulait faire pour le confronter à la réalité, quoi. Oui, parce qu'il a de la mémoire, le business plan. C'est-à-dire qu'on va partir d'une première idée, puis on va s'apercevoir que 2, 3, 6 mois ou 1 an plus tard, en fait, quand on va le ressortir, la V1, on va s'apercevoir que c'est plus du tout le même. Et que, par contre, cette maturité va nous permettre après de franchir d'autres étapes, comme les levées de fonds, etc. Alors justement, on peut rester sur cet aspect financier. Pour tout ce qui est levée de fonds, on avait une question qui était quel argent à quel moment justement, love money, levée de fonds, investisseurs, quand est-ce qu'il faut, alors même s'il n'y a pas de réponse toute faite sûrement et que selon chaque cas est différent, mais est-ce qu'il y a là aussi des conseils qu'on peut donner, des best practices, pour reprendre le terme anglophone? Alors là, je laisserai la parole à Philippe, puisque effectivement, c'est réellement son métier. Moi, je vais vous donner mon expérience d'entrepreneur et puis le fait d'avoir une vision à 360 sur tous les projets que je rencontre. D'abord, le thème a été traité tout à l'heure par Deloitte, effectivement, qui en début d'après-midi, qui a bien expliqué tout ça. Mais la première des choses, c'est forcément, il y a une mise de départ. Et cette mise de départ, elle peut ne pas être très importante, puisque ce qu'on cherche, c'est valider des étapes. Donc là, c'est l'autre notion sur laquelle moi je voulais revenir, c'était cette notion de pivot, c'est-à-dire d'avancer. Alors, on appelle ça en mode lean, en mode anglais. Moi, j'appelle ça le mode paysan, c'est-à-dire qu'on dépense l'argent qu'on a au fur et à mesure. Comme on est dans la Loire, ça tombe bien, mais voilà. On dépense l'argent au fur et à mesure. Et donc, plus on est réactif avec l'argent qu'on dépense, plus on sait à quel moment on en a besoin. Si on mixe ça avec notre tableau de bord, forcément, on voit les étapes. Alors la première étape, elle va se situer à 10, 20, 30 000 euros, 2 000 euros pour certaines. Et là, effectivement, c'est le love money, c'est les proches, c'est son capital, etc. Et puis après, il y a un moment où ça s'arrête. Donc là, il faut avoir les bons choix. Et les bons choix dans les étapes 2, c'est de passer de se faire accompagner parce qu'on ne peut pas trouver cet argent. Donc là, je te laisse expliquer, Philippe, peut-être mieux comment ça se passe à ces étapes-là. Alors Philippe, oui, nous avons 2 heures devant nous. Non. C'est un processus compliqué, la levée Ouais. de fonds, et ça dure longtemps. Et je pense que c'est pas le sujet. Moi, je veux dire, sur le financement, aujourd'hui, en France, on a pas mal de dispositifs qui aident à la création. Le premier financeur, pour ne pas se voiler la face, c'est le Pôle emploi en France, et qui permet de démarrer des activités. Donc, il ne faudrait peut-être pas que je le dise, mais je le dis. C'est un vrai vecteur pour démarrer. On a cette chance-là pour des gens qui veulent se lancer. Et puis, après, lever de l'argent, ce que je dis souvent, c'est le meilleur argent, c'est l'argent de vos clients. Donc, avant d'aller chercher des financiers, allez chercher de l'argent auprès de vos clients. Allez voir, confrontez-vous au marché et essayez d'avoir des clients. Ça sera beaucoup plus facile de lever si vous avez un peu de traction, si vous avez du chiffre d'affaires dans l'activité sur laquelle vous voulez lever, en fait. Et après, vous rentrez dans un processus d'aller voir des financiers, et ça peut prendre un peu de temps. Donc, je ne vais pas expliquer tout ça, surtout si ça a été traité en début d'après-midi. Bien sûr. Aujourd'hui, on l'a cité dans différentes conférences, mais il y a la logique de la French Tech aussi dont on parle aujourd'hui. On parle d'aller voir du monde. Il y a beaucoup de gens à aller voir. Il y a les investisseurs, il y a les différents réseaux Entreprendre ou autres. Initiative ici.
Voilà. Est-ce que vous, il y a certains, est-ce que vous voulez revenir un peu là-dessus, simplement pour parce que le principal risque, c'est effectivement de rester dans sa bulle ou d'être persuadé d'avoir la bonne idée et puis de pas suffisamment s'entourer, confronter l'idée. Quels sont les indispensables, les fondamentaux qu'on doit aller voir, Philippe? Bah, c'est d'aller voir des gens. Alors après, il faut faire son marché. Il y a plein de choses. Il faut aller voir des gens avec qui on s'entend, avec qui on a envie d'échanger. Des gens qui vont pas avoir, qui vont rentrer dedans un peu de temps en temps. Mais faut pas se dire, se voiler la face et dire, bon, il était méchant avec moi, j'y vais plus. Hein. Ah oui, Non, ils non, vont challenger, c'est faut y aller. normal, Le hein, challenge, c'est ouais. important. Et effectivement, il y a des réseaux comme le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, dont je fais partie. Donc j'accompagne un jeune entrepreneur dans le cadre du réseau Entreprendre. D'autres créateurs également qui ont réussi Ouais, ou pas? ouais, J'imagine que c'est ouais, important, bien ça. sûr. Ouais. Et oui, c'est un vrai sujet d'aller voir un peu ses pairs. Éventuellement de se trouver un mentor, donc soit dans un réseau, soit de façon complètement perso, discuter avec des gens. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les entrepreneurs aiment bien de rendre ce qu'ils ont eu ou pas forcément eu. Des fois, il y a des gens et moi je le vois au travers de l'accélérateur qu'on a. On a des gens qui viennent spontanément filer un coup de main, et c'est vachement sympa pour les jeunes entrepreneurs. Ils viennent passer du temps, ils se voient, alors des fois qu'une fois par mois, mais des fois c'est plusieurs fois par semaine. Donc on a tout en fait. Hein. Et puis surtout, attention, quand on a un conseil ou quand on a une discussion avec quelqu'un qui vous parle de votre business, cette personne-là, elle ne tient pas la vérité. Hein. Donc faut faire aussi attention des conseils qu'on vous donne. Faut que vous soyez votre propre arbitre. Et c'est vous, de toute façon, l'entrepreneur qui est aux manettes. Donc c'est à lui de décider les choix qu'il va prendre. Mais en discutant avec d'autres, il peut ouvrir un peu ses chakras et discuter et avancer. Faut pas prendre tout comme argent comptant, mais savoir effectivement raison garder par rapport et écouter tous ces éléments. Jérôme, est-ce que vous souhaitez compléter justement cette réponse sur l'écosystème, toutes les personnes à qui il faut s'adresser? Ouais, je crois que quand on est dans l'esprit de créer, la première des choses, c'est de ne pas avoir de vérité. Et donc, forcément, il faut s'ouvrir. Alors, s'ouvrir à qui Pôle emploi pour récupérer de l'argent, c'est s'ouvrir à d'autres chefs d'entreprise. Alors, on parle des clauses de confidentialité, etc. Tant que le projet n'est pas sur le marché, il n'y a pas de confidentialité. La vérité, c'est personne ne va vous le piquer, il faut aller le faire. Donc, en clair, la première des qualités aujourd'hui attendues, c'est discuter, s'ouvrir et essayer d'en faire la synthèse. Voilà. Et ne pas avoir de certitude, quoi. Alors les certitudes, elles vont Pas arriver en au avoir, fur et à mais mesure, bien sûr. mais c'est la logique de l'échec où, effectivement, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ah ouais. Quand nous, on dit on Fail va conférence, on va se prendre 3 murs, en 2 fois, on peut aller effectivement sauter d'un pont, alors qu'en fait, les 2 fois, cet échec-là vont nous permettre d'arriver sur la 3e modèle qui, lui, va être abouti. Donc c'est vraiment ça le message, c'est je pars, c'est laborieux, il faut un moment, il faut bosser, il faut mettre les mains dans le cambouis. Je vais me tromper, c'est à peu près statistiquement vrai. Celui qui a fait la start-up du premier coup et qui a la bonne idée, celui-là, c'est le coup de bol, pour faire simple. C'est laborieux et j'accompagne et je bouge, je me mets en mouvement et je reste ouvert. Voilà. Et après, je me refermerai à la marque Zuckerberg quand je serai arrivé et je me remettrai dans mon château doré. Voilà. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, comme on dit. Est-ce que peut-être pour conclure, Philippe, vous pouvez nous, alors je ne vais pas dire nous raconter une belle histoire, mais en tout cas prendre peut-être un cas client, un cas d'un apporteur de projet que vous avez accompagné, et puis nous dire, voilà, peut-être 1 an, 2 ans après, où il en est, pour justement valoriser aussi je vais pas dire les success stories, mais en tout cas les réussites. Des cas, j'en ai plein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ceux que je suis en ce moment, peut-être. Par exemple, ouais, tout à fait. Peut-être pas dans mon activité KPOs, peut-être au travers du réseau Entreprendre. En ce moment, j'accompagne un jeune entrepreneur qui est à Lyon. Bon, on est à Saint-Etienne, mais parler d'un Lyonnais, c'est pas très loin. C'est un jeune qui démarre une activité avec une association. Il monte une association qui s'appelle Vitacolo et qui fait des colonies de vacances. Il est confronté à communiquer. Pour communiquer, il n'a pas tellement d'argent. Il arrive quand même à faire 1 million d'euros avec son activité association. Et il est confronté au web. Au web, il faut qu'il se fasse du référencement, qu'il se fasse voir. Et il maîtrise le sujet. Au bout d'un moment, il crée une nouvelle start-up qui est dans le monde du référencement. Et c'est passionnant de l'accompagner au quotidien. On voit qu'il est passé d'un côté associatif à un côté entreprise.
à aller trouver des pairs pour donner de la valeur à son projet, trouver du financement et il est vraiment toujours dans l'interaction avec son écosystème. Donc je pense que typiquement là, il est ouvert à la discussion, à aller rencontrer des gens. Je pense que c'est un beau sujet et je pense que la boîte a un bel avenir. Bah, il viendra témoigner sûrement l'année prochaine. Et une création, visiblement, on a appelé une autre le concernant. Très bien. Jérôme également, peut-être pour conclure, soit un petit clin d'œil à un projet que vous aimez bien Une ou histoire, une histoire, une histoire qui illustre storytelling. ouais, une histoire qui illustre la création de start-up. Il y a 3 ans, je suis entré au capital d'une société avec quelqu'un qui était brillant, HEC, je l'ai raconté tout à l'heure rapidement à Philippe. HEC, un peu de chiffre d'affaires. Et au bout de 8 mois, en fait, on avait des magnifiques tableaux de bord Excel. Alors magnifiques, hein, je peux vous dire que je suis avec des macros, etc. Mais à aucun moment, en fait, il a mis les mains dans le cambouis et à aucun moment, on a sorti quelque chose. On n'était que dans la modélisation. Et ce jour-là, je lui ai dit, bah écoute, il y a un moment, il faut bosser, il faut y aller, voilà, on est des laborieux, il faudrait peut-être faire des choses. Et je lui ai dit, bah, je pense qu'on va plus pouvoir travailler ensemble. Donc ça illustre ça, la création de start-up. Ok, il y a une idée, mais il y a un moment, et là, il faut qu'on soit effectivement dans l'action et dans la production de quelque chose d'intéressant. Et Voilà. voilà, effectivement. Merci beaucoup pour vos témoignages croisés, Philippe et Jérôme. C'était un plaisir. Dans quelques instants, ici même, il y aura des pitchers qui vont venir justement pour présenter. Donc vous allez regarder ça d'un œil attentif. Merci. Je vous propose qu'on remercie nos intervenants par quelques applaudissements pour clôturer cette conférence sur la création de start-up. Merci et à tout de suite pour le concours de pitch.